Merci, c'est très bien. Voilà. Donc, on va réviser d'abord la séance dernière, n'est-ce pas? Puisque dans la séance dernière, nous avons parlé une transformation de la conscience humaine du travail au travailleur. C'est-à-dire que, de façon générale, pendant très longtemps, on pensait d'ores et déjà au travail, la performance. C'est-à-dire que, est-ce que le travail donne suffisamment de performance? Le résultat. On voulait produire et on voulait avoir le résultat. Bonjour. Le résultat. Donc le travail était plus important que le travailleur parce qu'on pensait que le travailleur, comme à l'époque où il y avait l'esclave, n'est-ce pas? Le travailleur était considéré comme un esclave, c'est-à-dire un outil de travail. Un outil, un instrument parmi les autres, dans une machine, n'est-ce pas? Et que sa conscience, son confort, sa situation psychologique, voyez-vous, n'était pas si important. Donc c'est très important de comprendre à quel point l'humanité est véritablement devenue plus mature pour comprendre que pour avoir une meilleure performance, il faut aussi penser au travailleur, puisque si le travailleur n'est pas respecté, évidemment, la performance ne serait pas assumée non plus. Et nous avons dit que pendant toute la période de Taylorisme, là où il y a le Taylor, et puis après Ford, aux États-Unis, on avait ce problème comme quoi, on a augmenté la consommation, on a augmenté la production de masse, standard, avec Ford, et qu'on a vu que finalement les États-Unis sont devenus véritablement riches. La classe moyenne est devenue riche et ça c'est pour les États-Unis. Et après, ça se développe un peu partout dans le monde, cette vision de travailler en masse, produire en masse, etc. Mais par la suite, il y avait des mécontentements des travailleurs. Il y avait des contestations, manifestations, même des révolutions. Révolution Octobre, par exemple. Je vous ai dit la dernière fois. C'était une réponse à l'excès du capitalisme. Comme quoi l'être humain est utilisé comme un outil et ne pas comme un humain. C'est très important. Finalement, malgré l'idéologie communisme, socialisme, léninisme, stalinisme de la Révolution 17, ce qui était important, c'est une contestation de la part de la classe ouvrière ou de la société en général contre l'excès du capitalisme. En quelque sorte, c'est ça l'idéologie de léninisme. On veut établir un système plus humain, on dit, plus équilibré et juste. C'est ça en fait, la réalité de marxisme, c'était ça. Toute la contestation ouvrière pendant la fin du 19e siècle, début du 20e, c'est une contestation contre l'excès du capitalisme. Jusqu'à ce qu'il y avait la crise très profonde, qui commence aux États-Unis d'ailleurs, crise boursière, et qui touche, nous avons discuté de cela la dernière fois, qui touche l'Europe de façon large, de façon vraiment très importante, développée, profonde, tous les pays de l'Europe. Et par la suite, effectivement, il y avait ça aussi après la Révolution 17 en Russie. Après, en Allemagne, on a vu que finalement, il y avait des Spartacus avec Rosa Luxembourg et ses amis qui voulaient faire une révolution communiste en Allemagne. Spartacus. Le mouvement Spartacus. C'est-à-dire le mouvement des pauvres. Les mouvements, comme on disait en France, sans culotte. C'est pas la même chose, mais je veux dire, l'expression est intéressante.
Alors, cela dit, quand il y avait autant de contestations, autant de manifestations contre l'excès du capitalisme, finalement, les capitalistes eux-mêmes, les entreprises, les chefs d'entreprise, ont commencé à réfléchir comment peut-il changer, puisque comme ça, on peut pas. Il faut donner une part de gâteau aux ouvriers. Non seulement cela, mais il faut réduire aussi le nombre d'heures de travail. 60 heures devrait venir 50 heures. Et 50 heures après, c'est devenu 40 heures. Et 40 heures après, c'est venu dans certains pays 35 heures. N'est-ce pas? Tout ça, c'est important. C'est une transformation de la conscience humaine. Ça, c'est important. Une transformation du travail, penser au travail, à la pensée aux travailleurs. Voilà, ça. Je résume comme ça. Donc, on a dépassé le Taylorisme, on est arrivé à toute une série des écoles au niveau de l'organisation, au niveau des usines, au niveau du travail, au niveau de la production, par rapport au fait que finalement, il faut que le travailleur soit motivé, satisfait. Ce sont des concepts de organizational behavior, c'est-à-dire le cours que nous avons maintenant. Est-ce que la motivation est importante ou pas? Est-ce que la satisfaction est importante ou pas? Bonjour. Est-ce que ça compte pour que la production puisse être véritablement avancée, etc. Donc, il faut s'occuper des travailleurs. Maintenant, je vais vous montrer, comme je vous ai promis la dernière fois, un petit morceau d'un film de Modern Time de Charlie Chaplin, qui montre justement l'époque de Taylorisme. Je vous ai dit que je vais vous montrer il y a 2 semaines. Je n'ai pas oublié. Après, on va un petit peu commencer à voir comment donc cette transformation de Taylorisme jusqu'à aujourd'hui, comment ça a été fait. Mais que même la transformation de 18e, 19e au 20e, que vous allez regarder, nous sommes témoins d'une autre transformation du 20e au 21e siècle. Ça aussi, c'est intéressant. Et là-dessus, je n'ai pas de vidéo. Mais j'ai beaucoup de documents que je pourrais vous donner. C'est-à-dire que nous assistons encore à une autre transformation du 20e au 21e siècle. De la pyramide, n'est-ce pas, au réseau. Nous avons un peu discuté là-dessus, on n'a pas suffisamment approfondi, c'est-à-dire de ce système hiérarchique vertical vers un système de réseau horizontal. C'est un débat qui est très contemporain, tout le monde en parle. Moi-même, j'ai écrit, comme je vous ai dit, je ne sais pas si j'ai dit ou pas, un livre de à peu près 400 pages sur cette transformation, et je vais vous donner des petits morceaux traduits en français pour qu'on cause par rapport à cela. Et je me souviens, nous avons parlé de 4 domaines qui ont permis à cette transformation. Très important, très important. Et ici, tous les pays du monde ont été touchés par cela. Dans un premier temps, à la fin du 20e, nous assistons à la fin du 20e à une transformation économique du libéralisme ou du système capitaliste étatique vers le néolibéralisme, commerce international presque sans barrière, presque. Au début, je veux dire, à la fin aujourd'hui ça a changé, mais à la fin du 20e, mettons vers la fin de 1980, début de 1990, nous assistons à une tentative de l'Angleterre et des États-Unis, Margaret Thatcher et Reagan, pour libérer les prix. Quand vous libérez les prix dans un système capitaliste de concurrence libre, on dit free market economy, le marché libre,
Donc, chacun peut donner son... Une baguette pourrait être vendue ici à, je sais pas moi, 1 euro, dans un autre endroit, 2 euros. Il n'y a pas de raison. Donc, selon Adam Smith, c'est plutôt l'idée de qualité. Si cette baguette, la deuxième, est plus chère, c'est parce que c'est la meilleure qualité. N'est-ce pas? C'est la logique très, très compréhensible. Sauf que la critique de Keynes, ici, il dit oui, mais autorégulateur, marché n'est pas un autorégulateur. Il faudrait que l'État aussi établisse des règles, des barrières, des limites pour cette concurrence. Parce que le plus grand va avaler le plus petit. Il ne reste rien, il restera juste les grands. Voyez-vous, c'est un peu injuste vis-à-vis des petits, n'est-ce pas? Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant à Paris, il y avait des petites épiceries. Des petites épiceries, quand vous rentrez du travail à 11h du soir, minuit, tout était fermé. Il y avait juste l'épicerie au coin de rue qui est ouvert. C'est agréable. On va là-bas, on prend un peu de pain, un peu de, fromage, tout ça pour dîner, par exemple, si vous rentrez très tard. Il y avait à Paris, dans tous les petits coins de la ville, des épiceries, n'est-ce pas, locales. Et donc, après un certain temps, Carrefour est entré dans parce que Carrefour était des grands supermarchés en banlieue toujours. Banlieue nord, banlieue sud, banlieue est, ouest. Personne ne pensait que Carrefour entrerait un jour dans la ville de Paris. Parce qu'il y a des épiceries, on n'a pas besoin de Carrefour. Ils sont venus avec des petits magasins, comme des épiceries, mais chics, bien organisés, et le prix est même un peu moins cher que l'épicerie. Donc c'est la faillite pour les épiceries. C'est la faillite totale. C'est la même logique que je viens de dire. Le plus grand fait en sorte, puisqu'il a beaucoup plus d'argent, fait en sorte que le petit épicerie, ou bien cède, rejoint les grands, ou bien quitte la concurrence, parce qu'il ne peut pas concurrencer avec les autres. Donc c'est la logique de néolibéralisme. Celui-là, c'est néolibéralisme, ce n'est pas le libéralisme, parce que le libéralisme, Adam Smith, maintenait une certaine supervision, certaines limites du gouvernement, et maintenait aussi certaines limites, certaines règles dans le marché pour qu'un équilibre soit là. C'est pourquoi il a écrit des livres sur l'économie. Il a écrit, Adam Smith aussi, un livre sur la morale, sur l'éthique, sur les fondements éthiques de la société. Il n'est pas très comme Friedman ou les autres qui sont très sauvagement encouragent le capitalisme ou des entreprises les plus grandes. Et il s'en fiche du reste, on s'en fiche. C'est exactement Taylorisme qui revient, mais dans un sens beaucoup plus radical. Donc le premier élément de changement de l'époque, comme j'ai écrit sur l'écran, économie, c'est-à-dire transformation du libéralisme au néolibéralisme, n'est-ce pas? C'est ça. Économie, transformation du libéralisme vers le néolibéralisme. Néolibéralisme, c'est-à-dire un système beaucoup plus avancé, beaucoup plus radical, beaucoup plus sauvage, à mon goût, vers donc un système où les petits ne sont pas importants, etc., etc. Deuxième élément, ça c'était le premier, économie. Deuxième élément, comme vous voyez, pour la transformation du siècle, n'est-ce pas, du 20e au 21e siècle, c'est que dans la pensée de beaucoup d'acteurs sociaux, il y avait toujours une pensée de gauche, pensée marxiste, pensée socialiste, de Saint-Simon à Proudhon, Proudhon de Marx, à Marx, de Marx à Lénine, de Lénine à Staline. Tout ça, c'était extrêmement répandu tout au long du XXe siècle, à l'échelle du monde, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord. C'est-à-dire, quand on dit de l'Amérique du Nord, c'est les États-Unis, le Canada et le Mexique. Tout ça, les intellectuels, les écrivains, les artistes étaient plutôt de gauche. Et l'échec ou le déclin des soviétiques, vers exactement la même période, vers la fin
1980, début de 1990, était un événement capital et un tremblement de terre intellectuel pour le monde qui observe tout ça. Donc, plutôt, l'élément capital pour cette transformation, c'est que la plupart des intellectuels de gauche ont accepté finalement la propriété privée. Parce que tout le monde était contre, n'est-ce pas? Tout le monde disait que la propriété privée n'est pas bonne. Finalement, on a accepté un certain nombre d'idées de John Locke, qui disait qu'il y a 3 droits: droit d'exister, droit d'être libre et droit de propriété. Il y avait 3 éléments capitaux dans la pensée politique du libéralisme. La pensée politique du libéralisme était fondée sur ces 3 droits. La liberté d'exister, je peux faire naître mon enfant où je veux, je peux exister. La liberté de penser, s'exprimer, pouvoir, et la liberté de propriété privée, la liberté de propriété, c'est-à-dire je peux posséder ce que je veux. Ce que exactement les socialistes et les marxistes contestaient. Parce que tout au long de l'existence, de la domination du socialisme et du marxisme, l'idée majeure, c'était qu'on ne veut pas la propriété privée. Il faut la propriété étatique, telle que Staline ou Lénine pensaient, et tous les penseurs de gauche pensaient comme ça, naturellement. C'était tout à fait naturel. Tout à fait naturel. Parce que j'ai vécu cette période, je comprends à quel point c'était considéré comme totalement acceptable. Et tout d'un coup, moi qui étais témoin de cette transformation, j'étais encore étudiant à Paris, j'avais tous mes professeurs, Jacques Derrida, Alain Badiou, ou Deleuze, ou mettons Jean-Marie Vincent, qui était chef de département de sciences politiques à l'Université de Paris, et Étienne Balibar, qui était un philosophe à la Sorbonne, et tout ça était grosso modo mes professeurs, et je constatais des transformations, peut-être pas chez Derrida ou chez Deleuze, mais chez les autres, Étienne Balibar, etc. Et donc, cette transformation qui était visible, ils ont tous accepté la propriété privée. Ça donnait accès au fait que finalement, le capitalisme est là, il faut faire avec. Voyez-vous, on était tous contre le capitalisme. Maintenant, on est bon, il faut faire avec, il faut améliorer. Ça fait qu'on a, au lieu de Adam Smith, on a accepté Keynes. Keynes dit que 15 n'est pas du tout gauche, c'est un libéral, mais c'est un libéral modéré. C'est-à-dire que Keynes pense que pour réglementer le marché, pour un peu, comment dirais-je, sauver l'humanité, sauver les ouvriers, sauver le marché, il faut réglementer le marché. Donc je reformule. Il ne faut pas laisser libre, sans règlement le marché, il faut établir des règles, et les règles sont établies par l'État. Il faut que l'État intervienne pour contrôler, superviser et réglementer le marché économique. Donc, le libéralisme pur et dur que Adam Smith disait n'est pas acceptable. Parce qu'Adam Smith disait que s'il y a quelqu'un qui est en faillite, c'est pas grave, on s'en fiche. Le marché est dans un état de autorégulateur. Le marché est autorégulateur. Donc, il va se réguler lui-même, automatiquement. Tu n'as pas besoin d'intervenir. Tandis que Keynes dit que non, ça ne marche pas du tout. Il faut intervenir. Ça fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, quand il y avait véritablement la fin de la guerre, quand il y avait l'Europe qui était tombée en échec total, Berlin était détruit, l'Allemagne était détruite, Londres partiellement était détruit, la France partiellement était conquis, entièrement conquis, mais bon, le nord plutôt que le sud. Donc finalement, quand la guerre était terminée, on se posait la question, comment on va restaurer l'Europe? Et le plan Marshall que Truman a accepté, c'était basé sur 17 milliards de dollars que les Américains, à l'époque, donnaient aux Européens pour restaurer. 17 milliards de dollars.
À l'époque, c'était beaucoup. Milliards, pas millions. Milliards de dollars. Donc, 20 ans après, vous allez à Berlin. 20 ans après, vous allez à Berlin. Vous voyez comment, pendant 20 ans, ce pays a pu véritablement se moderniser facilement. Et Berlin, 20 ans après, ne ressemble en aucune manière. Donc, cela dit, on se posait la question, s'il y a l'argent, à qui faut-il donner? Faut-il donner, comme Adam Smith disait, au secteur privé, aux entreprises privées, ou faut-il donner ça à l'État? Keynes, qui n'était pas du tout très connu à son époque quand il était vivant, sa théorie est devenue absolument mondialement acceptée. Les Américains ont donné l'argent aux États. N'est-ce pas? Aux États en Allemagne, en Pologne, en France, l'Angleterre, aux États, pas des entreprises privées. Parce que l'État peut gérer des choses, superviser, réglementer, contrôler, avancer, etc. Et ça, tout en gardant le marché libre, parce que Keynes est un libéral, tout en gardant le marché libre, mais avec une supervision quand même modérée du gouvernement. Bon, cela dit, aujourd'hui, vous allez en Europe, tous les pays scandinaves du Nord sont Keynes. Welfare economy, ou État-providence. En français, État-providence. État, en français encore, on traduit État de bien-être. C'est ça, c'est comme ça que je traduirais. État de bien-être. C'est-à-dire, on essaye d'aider. Bon, c'est là où il y a le chômage, droit au chômage, droit d'éducation publique, éducation gratuite, et puis la santé gratuite. Tout ça, ça a été établi avant, à l'époque de Napoléon III, à l'époque de Bismarck. Ça a été traduit, ça a été établi, pardon. Mais ça a été avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a été véritablement développé, instauré dans beaucoup de pays. Alors, ça, c'est pour donc le côté de la pensée de la propriété privée, la pensée de gauche. Troisième élément, si je vois bien, c'est que je vous ai donné l'exemple. Je me souviens que quand il y avait le premier jour de janvier 2000, vous vous souvenez, Bill Gates était invité. Qu'est-ce qu'il dit, Bill Gates, à TF1? Il dit, voilà, on pose la question à Bill Gates, qu'est-ce qui est l'élément le plus intéressant, plus attractif du XXIe siècle? Puisque nous entrons le 1er juillet 2000. Il dit, la technologie léger et pas cher. La technologie léger et pas cher. C'est intéressant. Personne ne pensait à iPhone, téléphone portable. Ça n'existait pas encore. On avait à peine un ordinateur. À peine. Je vous le dis, à peine. Et là, c'est devenu l'élément le plus dominant du monde pour chaque individu. Un téléphone, ou peut-être deux, ou peut-être, regardez, deux téléphones, moi-même 2 téléphones, et les autres aussi, parfois 3, parfois 4, etc., etc. Cela dit, la technologie avançait et digitale. Digitale, c'est petit. Alors moi-même qui étais témoin des grands transformateurs radio, télévision, avec des lampes derrière, diodes, parce que j'ai étudié philosophie et sciences politiques, mais j'ai étudié avant cela la technologie, l'électronique. Donc je voyais, oui, je suis né dans une famille où ils étaient plutôt ingénieurs, et on regardait à l'époque, voyez-vous, dans les années peut-être 60, des grands transformateurs, grandes radios avec des lampes derrière. Vous ouvrez. Aujourd'hui, tout est digital, tout est devenu miniaturisé. Donc là, c'est léger et ça fait que nous entrons dans un système qui colle avec l'économie de marché. Chacun, avec un petit argent, peut entrer dans le marché, investir, même chacun peut acheter un téléphone. Acheter et être en communication avec les autres. C'est avec vous et moi, on ne se connaît même pas, mais on entre dans un système de connexion qu'on appelle réseau. Network Society. Réseau, Network Society. Ça transforme complètement la société. La société pyramidale, verticale, devient de plus en plus, puisque la connexion est facile, léger,
pas cher et rapide en plus, de sorte que l'anonymat domine. C'est-à-dire, je ne sais même pas qui êtes-vous, mais je vois qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous dites. Donc la géographie, pôle nord et sud, ça se confond. N'est-ce pas? On ne sait pas d'où vous venez. Je crée un site internet, je mets une colonne pour l'avis de tout le monde. Vous pouvez juger mon travail sans indiquer qui est votre nom, quel est votre nom, d'où vous venez, quel est votre niveau d'études, de quelle famille vous venez. Vous voyez, tout ça, c'est un ébranlement énorme dans la tête des gens, comme quoi c'est une grande humanité, comment dire. Tout le monde en participe. Ça donne deux sorties, deux issues. À la fois, ça donne cette participation massive, ça donne à la fois une démocratisation énorme, parce que c'est le rêve de Marx, c'est le rêve des socialistes, que tout le monde participe, n'est-ce pas? Tout le monde. Il n'y a pas de hiérarchisation, par exemple. Il voulait ça, non? À la fois, ça donne accès à tout le monde, c'est une sorte de démocratisation de la société, et à la fois, ça donne accès au populisme, même, je dirais, au fascisme. Il y a deux sorties, deux issues. Les deux sont notables, les deux sont importants. Les deux sont importants. Ça, c'est pour la technologie avancée, la digitalisation. Et il y a un quatrième élément aussi, c'est encore plus philosophique. Quatrième élément, dans la transformation du siècle. Je rappelle que on parle comment l'humanité a changé de l'idéologie ou des idées précédentes, les idées du 20e, 19e, qui étaient fondées sur les grands hommes, Hitler, Staline, vous voyez, les grands hommes. Leadership qui est fondé en quelque sorte sur la parole qui paraissait comme vérité absolue. Que ça soit religieux, comme en Iran, Khomeini, que ça soit racial, comme en Allemagne, Hitler, que ça soit idéologique, historique, comme Staline, parce qu'il disait, Staline, un jour on va arriver au communisme. Donc c'est l'histoire, le schéma de futur, n'est-ce pas? Et donc tout ça, que ça soit l'historique, idéologique, religion, tout ça c'était fondé sur le fait que si Khomeini ou Hitler ou Staline disaient un mot, c'était la vérité absolue. Tu ne pouvais pas contester. Tu ne peux pas contester. C'est absolu. Donc, avec l'entrée en force au XXe siècle, XXIe siècle, la prédominance de la vérité absolue comme le fondement des grandes idéologies est en déclin total. Total. Puisque tout le monde peut, encore une fois, tout le monde participe dans le marché, tout le monde peut avoir ça, tout le monde peut se considérer comme un individu maintenant. Il peut faire des choses qu'auparavant il ne pouvait jamais faire, n'est-ce pas? Décider, avancer, créer son entreprise. Donc, il crée aussi sa vérité. Il crée aussi sa vérité. Donc, la vérité, on dit, à la taille de chacun et chacune. La vérité à la taille de chaque individu. Donc, la vérité absolue, comme le fondement des grandes idéologies, est tombée en échec avec le XXIe siècle. Ces 4 éléments que je vous dis nous font entrer dans une nouvelle époque qui est le XXIe siècle. Ça, c'est pour entrer dans le jeu. Je m'arrête. S'il y a des questions, vous me dites. Sinon, on va passer au... Oui, allez-y. Pas une question, mais